Bonjour et bienvenue dans la 2e saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'aspect entrepreneurial des métiers de la création. Je suis Lily Bonnet. Entre coaching, mentorat et consulting, j'accompagne les créatifs dans leur positionnement et leur développement. Qu'ils soient entrepreneurs individuels ou entourés d'une équipe déjà constituée, ils font souvent face à des problématiques assez similaires. Ce qui m'anime, c'est de soutenir, booster, donner des clés pour grandir et faire grandir. Alors j'avais envie de leur donner la parole. Donc le 15 de chaque mois, j'accueille dans ce podcast un ou une artiste, quel que soit son médium de prédilection, ou tout autre acteur de leur écosystème. Même si l'on retrouve évidemment la créativité en filigrane de toutes leurs décisions et de leur parcours, nous ne parlerons pas ici de processus créatifs. Nous échangerons surtout sur le management, les challenges, la stratégie, la communication. En bref, comment les créatifs entrepreneurs peuvent se déployer. Comme elle le dit dans son livre La Réconciliation, paru aux éditions Marabout en 2019, on n'est pas le métier qu'on fait. Alors ça tombe bien parce que malgré nos tentatives, on ne sait toujours pas comment définir son métier, car elle en a plusieurs. Journaliste, autrice, professeure de yoga et de méditation, organisatrice d'événements, Lily Barbery-Coulon est en quelque sorte un canal de transmission. Elle transmet sa vision, ses valeurs, elle ouvre la voie, elle suscite l'introspection et elle partage le bon et le beau. Alors, comme à chaque fois, je prépare des questions, mais le jour J, je ne les consulte pas forcément et j'aime bien me laisser guider par le flow. Et cette fois-ci, j'ai encore plus laissé la place à la spontanéité au cours de nos échanges, parce que j'avais envie d'être pleinement dans le ici et maintenant, la pleine présence qu'elle nous invite à pratiquer. Et a posteriori, souvent je me dis « Ah, c'est dommage, tiens, j'ai pas abordé ce point-là, j'ai pas posé cette question ». Et là, je regrette de ne pas avoir parlé de son mari, Bastien Coulon, parce que il est artiste peintre, il réalise toute sa direction artistique. Les photos de ses livres et puis même les illustrations de l'Oracle des Mantras qui est paru en 2021, toujours aux éditions Marabout. J'aurais notamment aimé aborder avec Lily les atouts et puis les limites du travail en couple, d'autant que je collabore avec mon mari, Philippe Drevet, sur ce podcast. Cela étant, nous avons longuement discuté, Lily et moi, et nous avons pu parler en détail de ses activités, de son nouveau modèle économique, mais aussi de concentration à l'ère du digital, d'émotion évidemment, d'influence, de marque personnelle et comment l'incarner, et de son envie de replacer le doute au centre de sa pensée. Bonjour Lily. Hello. C'est la première fois que j'accueille une invitée qui a le même prénom que moi. C'est Lily au carré. C'est Lily au carré, j'adore, c'est ça, 2 pour le prix d'une. Et ce qui est drôle, c'est que moi non plus, c'est pas mon prénom de naissance. Ah bon, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Aurélie. Ah, c'est marrant. Tu vois, et donc toi, c'est Lisa, ton état civil. T'expliques justement que quand tu travaillais chez Colette, Colette, j'en parle régulièrement dans le podcast, mais le plus grand concept store au monde, je crois qu'on peut le dire. Comme il y avait déjà une Lisa dans l'équipe, on t'a proposé de choisir un diminutif, un surnom. Voilà, donc tu t'appelles Lily depuis. Et puis moi, c'est parce que quand je suis partie vivre à Londres, ils n'arrivaient pas à prononcer mon prénom. Et le jour où on m'appelait Oily, donc un peu huileuse. T'étais pas satisfaite, t'as choisi autre chose. J'ai dit stop et donc c'est devenu Lily. Et donc, surtout que Lily en anglais c'est très mignon, très c'est une joli. fleur. Exactement, c'est le lys en fait. Ou Water Lily, les nénuphars. Mais c'est vrai que c'est très joli. Et on est Ellie et Ellie toutes les deux parce qu'il y a aussi plein d'orthographes. Comme c'est un surnom, je pouvais pas l'orthographier avec un Y, ça me semblait très étrange pour moi. Donc c'est vraiment. Mais je vois qu'il y a plein d'enfants qui aujourd'hui portent ce prénom L-I-L-I, alors que moi je l'avais choisi parce que c'était plutôt l'orthographe d'un surnom. C'est ça. Et alors ça fait quoi pour toi d'avoir un peu cette double identité prénominale ? Est-ce que tu t'appelles encore Est-ce que des gens t'appellent Lisa encore ? C'est assez rare. C'est plutôt des amis qui m'ont connue au lycée. J'en vois encore, donc voilà, il y a de temps en temps des personnes qui m'appellent Lisa et je me reconnais dans ce prénom aussi, mais c'est plus lointain.
et voilà, de la famille qui peut m'appeler Lisa. Je ne suis pas du tout en rejet par rapport à ce prénom. Les circonstances ont fait que la vie m'a poussée à me choisir un surnom à un moment, mais je pense que c'est pas arrivé par hasard en fait de choisir une nouvelle identité. Voilà, je comprends aujourd'hui à quoi ça correspondait et finalement ça me convient très bien de m'être réinventée avec ce prénom. C'est joli. Tu parlais de hasard, donc le titre de ce podcast c'est Everything Happens for a Reason, et je demande à chaque invité, pour commencer, de me dire ce que ça évoque pour eux. Moi, j'aime bien cette idée qu'on arrive à mettre du sens sur les épreuves lorsque on traverse quelque chose de difficile. Sur la question du hasard, est-ce que le hasard existe ou non ? Il y a une époque où j'aurais été absolument convaincue que non, le hasard n'existe pas et que tout est arbitré par les énergies en présence. Aujourd'hui, je suis pleine de doutes par rapport à ça et donc j'en sais rien, je sais pas. Je trouve que quand je suis attentive aux signes et à la coïncidence des hasards qui se répètent, j'ai presque l'impression d'avoir des petits cailloux sur ma route qui m'indiquent un chemin. Donc ça, je trouve que c'est toujours troublant, mais c'est aussi sujet à beaucoup d'interprétations. Donc j'essaye de mesurer cela avec aussi ma nature qui est plutôt cartésienne et qui questionne voilà, ce qui se déroule par rapport à sometimes shit happens. Voilà, et cette expression que les anglophones emploient pour dire de temps en temps, en fait, voilà, il y a une tuile qui nous tombe sur le coin de la nuque et c'est comme ça. Je pense que tout expliquer à travers le prisme des synchronicités peut parfois conduire à générer beaucoup de culpabilité. Et c'est la double peine pour les gens qui vivent des épreuves difficiles. C'est-à-dire que si, en plus d'avoir vécu une violence terrible dans sa vie, on doit porter la responsabilité de cette violence, c'est beaucoup. Et autant je pense que après l'avoir vécu, lorsqu'on est réparé, lorsqu'on peut prendre du recul sur ce qui nous est arrivé, on peut finir par dire je crois que voilà, cette expérience n'est pas arrivée par hasard dans ma vie, ou ce que j'en ai fait finalement m'a permis de comprendre mieux qui je suis. Tant mieux pour les personnes qui peuvent le dire, mais je pense que dans le domaine du développement personnel, du yoga et de la spiritualité contemporaine, on peut parfois, sans doute pas de manière intentionnelle, conduire des personnes en souffrance à souffrir encore plus. C'est très très juste ce que tu dis. C'est vrai que moi quand je le dis, j'ai pas du tout cette notion de culpabilité. Au contraire, moi il me sert, parce que je l'utilise et j'explique dans mon premier épisode pourquoi j'ai intitulé le podcast ainsi. Donc moi c'est depuis 99 quand je vivais à Londres et qu'il m'arrive, voilà, que j'ai eu beaucoup de frustration et que mon manager à l'époque m'a dit cette phrase. Et en fait, moi au contraire, ça m'aide à m'enlever de la culpabilité. Donc mais en revanche, c'est vrai que, alors j'ai pas vécu des drames dont tu peux parler ou évoquer, mais c'est vrai que moi ça m'aide. C'est un peu genre, ok, shit happens en effet, et donc qu'est-ce que j'en fais ? Oui, et c'est différent de vouloir tout expliquer, tu vois, c'est-à-dire comment je transforme et comment je redeviens acteur même quand j'ai subi le pire. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Et tout ce que je partage, que ce soit dans un cours, dans un texte ou à travers ce que je fais, évidemment, ça va dans ce sens-là de retrouver son pouvoir d'agir, même dans un moment difficile comme celui de l'annonce d'une maladie grave, par exemple. Comment je peux rester acteur, actrice de ma guérison alors que je suis en pleine chimiothérapie et que je subis un traitement.
qu'à la fois je suis contrainte de suivre, mais en même temps qui m'interroge, etc. Donc, puisque je ne peux pas me guérir moi-même et que je suis en lien avec ce que la médecine a à me proposer, comment est-ce que je vais pouvoir quand même agir à ma façon pour accompagner mon corps dans cette épreuve, donc mentalement, mais avec des outils de visualisation, etc. Donc moi, ça m'intéresse, mais j'essaye de mesurer les croyances que j'ai pu partager à un moment où j'étais vraiment sincère, c'est-à-dire que je voyais tout dans le prisme des synchronicités. Pour moi, rien n'était hasard. Tout était orchestré à un niveau universel. J'ai pas abandonné totalement cette idée, mais je la modère. Voilà. Je la modère et je trouve ça plutôt positif pour moi d'avoir remis le doute au centre de ma pensée et de me dire peut-être que j'ai tort. Voilà. Et si j'avais tort, et du coup, ça engage un nouvel échange avec moi-même qui est plus intéressant que d'être pétri de certitude. Complètement. Et le doute, c'est le propre de tout philosophe, d'ailleurs. Alors, je commence aussi toujours par un peu décrire, planter le décor. Et là, alors, je raconte un petit peu parce que c'est rigolo. D'habitude, je me retrouve toujours dans un lieu qui est qui a du sens pour chaque invité. Et toi, tu m'avais dit, écoute, chez moi, il y a beaucoup de travaux, donc ça risque d'être un peu difficile. Trouvons un lieu calme. Et le lieu est venu assez, assez rapidement à l'esprit. C'était chez Gregor Schultz, qui est donc ostéopathe. Il a été l'invité du podcast, le premier invité de la saison 2. Et Gregor, évidemment, a tout de suite dit oui, parce qu'il dit mes deux Lily, donc évidemment, je vous accueille avec plaisir. Et puis finalement, voilà, hier soir, tu m'as dit c'est bon, tu peux venir à la maison. Enfin, donc je suis dans ton bureau. Et est-ce que tu peux nous le décrire ? Alors, on est dans une pièce qui est juste sous les toits parisiens. On est au 6e étage d'un immeuble haussmannien, dans ce qu'on appelle le sud de Pigalle. Sopi. Voilà, Sopi pour les gens qui ont envie d'être très snob. Très bobo. Voilà. En fait, il s'agissait de 2 petites chambres de bonne Alors, pour le coup, elles ont quand même une histoire assez folle parce que quand on a acquis notre appartement juste en dessous, je ne savais pas à qui appartenaient ces chambres. Mais lorsque je me suis mise à faire beaucoup de méditation et de yoga, vraiment intensément, de manière très radicale, je dirais, j'avais souvent des images qui me venaient très puissantes, très claires, très fortes. Et je me suis vue en train de travailler dans cette pièce au-dessus de ma chambre, parce que ma chambre est juste en dessous. C'est génial. Et donc, mais je ne savais absolument pas ce qu'il y avait, qui habitait ici, mais c'était comme une évocation très puissante de « Ah, je vais travailler là ». Je me suis renseignée pour savoir qui était propriétaire de ces chambres, et j'étais tellement convaincue que ma vision était clairvoyante que je suis allée voir la propriétaire en lui disant voilà, je voudrais vous acheter ces 2 pièces qui sont inoccupées, d'après ce que j'ai compris. J'étais à l'époque encore journaliste, ou en tout cas j'étais entre 2 vies, j'étais pas encore tout à fait à fond dans le yoga, et je lui dis voilà, j'ai besoin d'un bureau et je pense que ce serait super parce que vous les occupez pas. Je savais que c'était une dame plus âgée que moi, et elle m'a tout de suite dit bah non. Et j'étais hyper surprise parce que j'étais sûre que c'était oui. Pour moi, c'était une formalité de lui demander, parce que vraiment, comme je l'avais vu, j'étais sûre que voilà. Donc ça n'a pas été si simple. On s'est beaucoup parlé, il a fallu la convaincre, mais finalement quand même ça s'est fait. Elle me les a vendus et on les a réunis et on en a fait un bureau. Alors c'est un bureau, mais c'est aussi un lieu où j'accueille des amis quand ils sont de passage à Paris. Donc il y a une toute petite cuisine.
Et cette cuisine-là, il y a beaucoup de mes élèves qui la connaissent parce que lorsque je proposais des méditations sur Instagram pendant le confinement. Covid, le confinement, enfin en tout cas le deuxième confinement, je me mettais très souvent en fait avec cette cuisine derrière moi. Tout le monde a cru que c'était ma cuisine, mais en fait c'est la cuisine c'est la kitchenette de mon bureau. Lorsque j'enregistre des cours chez moi, en général, c'est dans cette pièce qui est toute blanche, il n'y a rien sur les murs. Je l'ai pensé un peu comme une maison grecque. J'avais envie de lumière et de rien du tout, en fait, parce qu'elle a une jolie vue sur les toits de Paris. Et le soir, elle est baignée de soleil parce que on a la vue sur le coucher du soleil. Et du coup, je voulais vraiment une boîte blanche qui me permette de réfléchir et de créer sans être perturbée par des peintures ou des photographies. Alors, tu as quand même quelques livres. Tu as l'oracle du mantra, il y en a quelques-uns. Oui, il y a quelques objets que j'ai créés. Il y a les livres que j'ai faits. Pas pour les afficher, mais c'est surtout une pièce de stockage aussi pour moi. Donc, et derrière toi, dans cet espace de cuisine, il y a une petite étagère sur laquelle j'ai posé des objets qui sont à la fois des objets que j'utilise pour boire du thé, mais aussi des objets que j'aime de céramistes comme Claire Connefroy, Marion Gros. J'ai quelques pièces acier de Villatte que j'adore. Voilà, l'infusion que j'ai créée avec l'infuseur. Voilà, quelques petites choses comme ça que j'aime. Il n'y a pas beaucoup de choses dans cet espace, justement, parce que je veux qu'elle soit remplie, cette pièce soit remplie uniquement de ce que j'aime. Et ça reste quand même très blanc, hein, les objets, la vaisselle aussi. Ouais. Je comprends ce besoin, même si tu l'expliques sur ton blog. Tu n'as pas voulu non plus rentrer dans le yoga très puriste, d'être absolument habillé en blanc, etc. Mais ce besoin quand même de pureté et puis de refléter la lumière, etc. Tous les yogas ne se pratiquent pas en blanc. Non. Il n'y en a qu'un seul qui est proposé en blanc. C'est celui c'est par lequel j'ai vraiment été passionnée par le yoga. Donc, c'est le Kundalini Yoga. Et j'avoue que dès le premier cours, j'avais été très surprise par le fait que tout le monde soit habillé en blanc, et ça avait plutôt fait naître des résistances en moi parce que j'aime pas trop les uniformes et j'aime pas me conformer en fait à une règle. Ça c'est assez compliqué, et puis il y avait plein de connotations sectaires pour moi. Il y a eu une phase où j'ai été habillée en couleur claire pour pratiquer ce yoga. Pas du tout parce que j'en avais vraiment envie, mais plutôt par mimétisme, et aussi parce que je pensais que c'était plus respectueux de la pratique et des profs, parce qu'on m'avait dit que mon énergie serait décuplée en portant une couleur qui soit éclatante, etc. Bon, moi, tout ça, pour moi, même si chacun est libre de faire comme il veut, mais alors pour moi, ça ne résonne absolument pas. Et dès que j'ai compris que j'étais en train de faire quelque chose, pas pour moi, mais pour l'autre, j'ai repris mes vêtements en spandex et en synthétique, que je voyais pas pourquoi je devais jeter en fait les quelques vêtements. En plus, je suis pas du tout consommatrice de fringues. J'avais quelques vêtements qui étaient corrects pour faire du yoga, et j'avais pas envie d'aller acheter des kurtas. Mais si les gens se sentent bien en blanc, et ben tant mieux, tu vois. C'est juste que c'est pas du tout obligatoire, et les gens qui le rendent obligatoire me font peur. Et d'ailleurs, tu expliques, c'est pour ça que tu as voulu, toi, créer ta propre pratique, je te cite, laïque et joyeuse. Oui, alors elle est quand même très inspirée. Elle se mélange de plusieurs choses. Évidemment, je suis très identifiée et connotée au Kundalini Yoga parce que la plupart des mouvements que j'utilise sont souvent issus de cette pratique. Mais je l'ai faite beaucoup évoluer pour moi. Ça ne veut pas dire que la façon dont je l'enseigne est la meilleure. En tout cas, j'ai essayé de créer une pratique qui me convenait et qui est comme un vêtement auquel on aurait fait quelques retouches. Pour moi, ce qui était important, c'était de me dire, il y a des choses qui me semblent pas respectueuses du corps, parce que j'avais
pratiqué de manière très radicale. Très intense. Voilà, et je m'étais fait mal aux épaules, je m'étais fait mal aux coudes. Donc, j'ai commencé à me dire, il y a des temps de durée, en fait, de certains exercices qui, parce qu'on entre dans des états de conscience modifiés très profonds, peuvent nous permettre d'oublier la douleur. Mais après, elle va quand même avoir une empreinte dans le corps. Donc, j'ai adoré vivre ça avec intensité, mais je suis hyper heureuse aujourd'hui de me rendre compte que c'est pas forcément souhaitable, en tout cas pour mon corps et pour le corps des élèves qui me suivent. Donc, j'ai eu besoin de renouer avec plus de douceur. Ça, c'est une première chose. Ensuite, donc de modifier les durées, de les adapter en fait aux besoins de gens qui sont urbains, et surtout à une pratique qui a été proposée surtout dans les années 60, dans les années 70, qui s'est beaucoup déployée dans les années 80 et 90, qu'on dit ancestrale, mais moi, I don't buy this. Je pense que c'est des mélanges, il y a des postures qui sont très anciennes, mais c'est vraiment un yoga qui s'est déployé, en fait, avec son fondateur, et qui, on le voit dans les partages, parce qu'ils sont souvent datés, a été très influencé aussi par tous les différents courants d'activité physique qui traversaient les États-Unis. Il y a des séances qui sont vraiment en mode gym tonique. Ouais, c'est ça, très fitness, quoi. Très fitness, dans toute cette mouvance des années 80, avec des workouts, de l'aérobic, etc. Donc, il y a des choses qui sont très yoga traditionnel, type issu du yoga hatha, avec des postures qu'on reconnaît, qui sont bien identifiables, et d'autres où c'est un mélange de plein de choses. Donc moi, j'ai pris des sets de postures du Kundalini Yoga que je trouve vraiment hyper intéressants et très efficaces. J'ai ajouté beaucoup de visualisations qu'on pourrait rapprocher de la sophrologie. Beaucoup de méditation pleine conscience, et des relaxations, des temps de relaxation, en fait, avec des voyages qui pourraient se rapprocher du nidra. Donc, voilà, plein de choses très différentes. Et de temps en temps, dans mes cours, il y a un circuit cardio, parce que d'un seul coup, j'ai envie de transpirer. Oui, tu en as fait un récemment à Marseille, que tu exactement. J'essaye de vraiment m'amuser avec la façon dont j'évolue aussi. J'ai fait beaucoup de pilates l'année dernière. Ça m'a permis de repenser la manière dont j'enseignais des exercices qui viennent chercher les abdominaux. Ah oui, toute la sangle. Donc, tout ça est évolutif, et moi, je ne veux pas rester figée et bloquée avec une pratique lorsqu'elle ne me convient pas ou qu'elle ne me convient plus. Donc, du coup, sur ma plateforme, il va y avoir des cours très traditionnels, parce que si on remonte dans les cours de 2022, on va se rendre compte que là, j'étais plutôt très respectueuse, en fait, encore des pratiques que j'avais reçues. Et puis, ces 2 dernières années, ça a beaucoup bougé, et aujourd'hui... moi, j'ai l'impression que ce que je propose est plus en lien avec qui je suis. Je fais un peu à l'envers de ce que j'avais en tête, mais c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, justement, donc tu as notamment écrit un livre, La Réconciliation, que je viens de terminer hier soir, que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que il a résonné en moi à plein de niveaux. Je t'ai même envoyé quelques messages. J'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois. Je vais évidemment pas en parler en détail, mais j'y referai référence, je pense, dans notre entretien, parce que pour moi, il est assez fondateur de qui tu es aujourd'hui, même si tu m'as dit tout à l'heure quand je suis arrivée, si je l'écrivais aujourd'hui, je l'écrirais certainement différemment. Donc c'est intéressant aussi de voir justement toute cette évolution. Mais dans ce livre, qui s'intitule donc La Réconciliation, aux éditions Marabout, et qui est donc paru en 2019, c'est ça. Voilà. Donc oui, c'est déjà assez vieux finalement. Ça fait 5 ans déjà. Et tu racontes évidemment donc tout ton cheminement, et notamment ta formation. Et tu en es où aujourd'hui de la formation ? Ça m'intéresse, parce que est-ce qu'on n'est pas en formation perpétuelle ? Et d'ailleurs, dans le livre, tu cites
je crois que c'est un maître yogi d'ailleurs qui disait, mais si vous en êtes aujourd'hui à croire, si vous croyez que vous avez tout compris et que ça y est, vous êtes expert, surtout n'enseignez pas. Voilà, surtout ne donnez pas de cours parce que voilà. Donc, et tu parlais du doute en intro, c'est très lié, j'imagine. Alors, je pense que de toute façon, si on a envie d'enseigner le yoga, on doit apprendre toute sa vie et on ne doit pas cesser de continuer à pratiquer et à apprendre de nouvelles techniques. Et maintenant, moi, vraiment, au moment où j'ai écrit ce livre, j'étais dans un moment d'état de grâce avec cette pratique et dans un moment de béatitude totale. C'est des moments merveilleux dans la vie, mais j'ai pris aussi beaucoup de recul parce que après avoir écrit ce livre, on a vécu mondialement une crise sanitaire sans précédent, des divisions sans précédent qui nous ont divisés au sein même de nos amis, de nos familles. On n'avait pas connu ça avant, en fait. Vraiment un moment où on n'est pas d'accord et où on prend conscience parce qu'il y a des gens qui manifestent ou parce qu'il y a des gens qui le disent, qu'on n'est pas tous d'accord sur les informations qu'on reçoit. Ça a changé complètement la donne. Et puis, moi, à titre personnel, les gens qui m'accompagnaient en fait dans ce chemin de formation, j'étais en admiration totale devant leur sagesse au moment où j'ai écrit ce livre et j'en suis revenue parce que c'est des humains comme les autres et que je dirais que si on entre dans le milieu de la finance par exemple, on n'est pas trop étonné que certaines personnes soient avides d'ambition, d'argent, j'en sais rien, de pouvoir sur les autres. Je croyais naïvement que dans le milieu thérapeutique et du yoga et de la spiritualité, il y aurait justement ce respect auquel j'aspirais, plus d'égalité des droits, plus d'échanges horizontaux. Et en fait, les structures pyramidales sont les mêmes partout. C'est intéressant, ça. Et du coup, les gens qui se présentent comme des maîtres ou qui pensent qu'ils ont acquis un certain niveau de sagesse sont, à mon avis, très dangereux. Très dangereux. Et je m'interroge vraiment sur pourquoi moi ou d'autres, mais encore aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, on m'a invité à écouter un vieux monsieur auquel on pouvait poser des questions. Donc quelqu'un qui se présente comme un maître de sagesse. Et donc on était autour d'une table, pas très nombreux, un peu chanceux d'être avec lui. Et c'était pas le Dalai Lama, mais quand bien même ça aurait été le Dalai Lama, ou quand bien même ça aurait été le pape, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on pense qu'une personne aurait reçu plus d'enseignements, qu'elle ait plus de connaissances dans un domaine? C'est une chose, un peu comme un professeur qui aurait des connaissances à partager. Mais là, on parle de spiritualité et de sagesse, donc de choses qui sont quasiment invisibles. Et finalement, est-ce que ce sont ces personnes qui sont garantes de cette sagesse, ou est-ce qu'on ne peut pas la trouver à n'importe quel moment, même en discutant avec une personne dont on n'attend rien, une discussion même avec un chauffeur de taxi, avec une boulangère. Moi, je crois au contraire, et c'est ce qu'on apprend d'ailleurs dans le yoga, que la sagesse, elle traverse n'importe quelle personne à n'importe quel moment, et qu'il s'agit juste de s'ouvrir à la recevoir. Je vois qu'on est quand même dans une époque où on est beaucoup encore en quête de maître à penser. Moi, j'ai plus des questions à partager
que des réponses. J'ai aucune réponse. Mais j'ai beaucoup aimé être proche de ces gens-là parce que je me disais, c'est génial, ils ont réponse à tout. Je suis même pas certaine. Ah bah si, si. En tout cas, ils pensent avoir réponse. Il y avait toujours une réponse. Tu posais n'importe quelle question sur n'importe quel champ de ta vie, il y avait toujours une réponse. Et du coup, c'est hyper rassurant. Sauf qu'en même temps, c'est effrayant. En fait, il n'y a personne, ni un psychothérapeute, ni un ostéopathe, ni personne ne doit prendre le pouvoir sur l'autre. Et donc, c'est aussi à nous de surveiller qu'on n'est pas en train de déléguer notre pouvoir. Moi, j'ai des élèves parfois qui me remercient et qui s'imaginent que je les ai sauvés et je suis toujours en train de dire mais pas du tout. Moi, j'ai juste transmis un outil un peu comme j'aurais donné à ma fille des pinceaux et de la peinture, mais c'est elle qui a fait la peinture, c'est pas moi. Et on peut montrer un geste en disant tu vois, si tu mets trop d'eau sur ton dessin, ça va gondoler, mais après le dessin, c'est bien elle qui le fait. Donc pour moi, c'est la même chose, c'est vraiment de partager des outils, mais après les gens qui font, c'est vraiment ceux qui font. Je fais vraiment le lien avec ma propre activité, ma propre pratique, donc de coach et consultante en même temps. Alors moi, c'est très complexe, ma posture et mon positionnement, parce que justement, un coach ne doit pas donner de conseils, mais moi, je donne quand même des conseils dans les domaines où j'ai vraiment acquis une expertise, je peux le dire, et une expérience en management, en stratégie, etc. Donc, mon accompagnement, il est assez hybride. En revanche, comme toi, j'insiste vraiment sur le fait que ça n'est pas moi qui fais, c'est toi qui fais. Et je vais en effet te donner des outils. Si tu me demandes mon avis, je vais te le donner, mais de toute façon, in fine, c'est toi qui prends la décision et c'est toi qui agis. Et c'est ça l'essentiel d'ailleurs dans le coaching, c'est pas le pourquoi, ça c'est la thérapie, mais c'est comment. Et donc c'est très marrant parce que de la même façon que toi, souvent je reçois des messages des personnes que j'accompagne et j'adore. Et on me demande souvent, tu vois, notamment je travaille en ce moment avec Nina Senoyer, qui est spécialisée en SEO, donc pour l'optimisation des sites internet. Je refais mon site avec elle. Et elle m'a dit, mais tu veux pas mettre des témoignages? Et je dis, ah non, surtout pas. J'en ai, mais en fait, pour moi, ils sont tellement intimes. Tous ces messages, je pense même que je viendrais presque, tu sais, rompre la confidentialité que j'ai avec mes clients. Tu vois, c'est dans mon éthique finalement. Et c'est précieux et c'est comme des cadeaux que je garde pour moi. J'ai pas envie de mettre voilà un tel, et je respecte ceux qui le font et je comprends que c'est dans la pratique beaucoup de ces métiers. Oui, parce qu'on est dans une culture et dans une époque d'avis. Voilà. Donc c'est vrai que moi on me le réclame tout le temps sur le site quand on regarde mes différentes activités digitales. Que ce soit ma collaboratrice ou les gens qui travaillent avec moi en freelance me disent toujours il faut que tu rajoutes des avis. Et moi c'est plus par... Alors il n'y a pas forcément une histoire uniquement de confidentialité, parce que si je publiais quelque chose, évidemment la personne serait d'accord. Évidemment. Mais c'est plutôt... parce que j'ai peur que ce soit prétentieux, mais je pense que c'est de l'ego mal placé. En vérité, c'est informatif. Je vois qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça et ça me gêne pas du tout. Je pense que ce qui me gêne, c'est quand la personne n'est pas alignée avec le fait de le faire. Et à mon avis, c'est un problème narcissique pas bien équilibré. Ça, je suis bien d'accord. Moi, c'est certainement ça en moi. Mais quand même aussi, tu vois, j'aime bien cette notion de cadeau, enfin de quelque chose d'intime. J'aime bien garder ce secret-là, même si évidemment j'adorerais pouvoir partager. Et aussi, moi je sais que quand on me demande de donner mon avis, ça m'arrive, tu vois, je pense que je ne l'écris pas de la même façon que si j'envoie un message, tu sais, qui je sais restera intime. Donc il y a peut-être cette double... voilà, bref. Alors justement, donc, on a beaucoup parlé de ton activité de professeur de yoga. En fait, d'habitude, dans le podcast, tu sais, évidemment, avec l'invité, je retrace son parcours, etc. Avec toi, j'ai pas envie. Parce que, justement, tu l'as énormément écrit, et très bien. Je parlais du livre, mais même sur ton site, tu racontes vraiment aussi ton parcours, etc. Tu as été invité dans des podcasts, j'en ai écouté quelques-uns. Donc,
Et je pense que j'ai envie plutôt de laisser chacune, aller découvrir s'ils en ont envie. Et je vais faire aussi l'écho à ton podcast qui s'appelait initialement Pleine Présence. Et donc, j'ai envie qu'on soit juste dans la pleine présence aujourd'hui, dans ici et maintenant. Et je vais te poser une question que tu nous poses, auditeur, justement dans ton podcast. Et vous, comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui? Alors toi, Lily, comment est-ce que tu es pleinement présente à toi aujourd'hui? Moi, c'est la question majeure en permanence, c'est d'être le plus authentiquement présente en respectant ce qui est en train de me traverser. Donc, les émotions qui sont là, de les observer, de juste... En fait, les gens me disent souvent, mais comment tu fais ça? C'est tellement une habitude. C'est de... Voilà, je prends un instant, là je suis assise, j'ai les jambes croisées, je vois que ça crée une tension entre mon genou gauche et mon mollet droit. Je sens que ma circulation est coupée, j'ai pas vraiment envie de changer la position de ma jambe parce que c'est en même temps confortable d'avoir les jambes croisées, mais je le ressens. Et j'ai plein d'informations corporelles. Si je prends 2 secondes pour observer mon corps, j'ai plein d'informations corporelles qui m'arrivent. Je sens mon bassin qui est légèrement penché par ma posture. Je sens mes épaules qui, elles aussi, sont du coup légèrement en bascule à cause du croisement de jambes. Et je vois que ça a un impact en fait sur mon souffle, ma respiration, la manière dont je te parle. J'observe aussi mes émotions. Là, je ressens du calme, je ressens de la joie à discuter avec toi, à te rencontrer, à t'écouter, à échanger. Et être présente, pour moi, c'est... J'ai abandonné, en fait, ce qui vient de se passer avant. Donc, j'ai mis mon téléphone en mode avion, mais je me suis aussi mise en disponibilité, en fait, totale d'attention à tes questions. Et peut-être que pendant qu'on va discuter, il va y avoir des moments où je vais disparaître un peu, quelques instants, parce que y a un bruit, un mot, quelque chose qui me fait partir loin de notre conversation. Mais je vais tenter à chaque fois de revenir au centre pour être le plus attentive et la plus présente possible à cet échange. Donc c'est ça la pleine présence. Ça change tous les rapports parce que c'est un cadeau qu'on fait à l'autre, mais c'est aussi dans ce qu'on fait seul, d'être extrêmement présent à ce qu'on est en train de faire. Donc si on est en train d'écrire un texte, moi je sais qu'aujourd'hui tous les outils digitaux m'ont complètement bousillé ma concentration, c'est-à-dire qu'avant je suis quelqu'un qui se concentre assez profondément. Je n'écoute pas de musique, j'ai besoin vraiment d'être très attentive. Et ma fille qui a un trouble de l'attention et qui est dyslexique, elle a besoin de musique, de bouger, etc. Moi, je ne peux pas du tout écrire dans ces conditions-là. Mais avec les réseaux sociaux, je vais chercher une photo à un moment ou le nom de quelqu'un sur Instagram et je vais être happée par je ne sais pas combien de vidéos, je vais mettre un temps fou à revenir au texte que j'étais en train d'écrire, je vais faire une recherche sur Google, ça va ça t'emmène. Voilà, ça m'emmène et puis je vais me dire « Ah mais j'ai pas fait le virement pour tel truc, je vais le faire maintenant » et donc... Avant, quand j'écrivais un texte, d'ailleurs, l'endroit où j'écrivais le mieux, c'était pas du tout avec un bilan carbone positif, c'était dans les longs courriers, parce que j'étais coupée totalement des communications. Maintenant, même dans les longs courriers, on a le Wi-Fi. Ouais, c'est ça. Donc, on est foutus. Non, je me garde des plages en mode avion, en fait, pour vraiment être présente totalement à ce que je fais, mais je vais avoir forcément besoin à certains moments de faire des recherches et donc de m'éloigner
Mais c'est OK de s'en rendre compte parce qu'on peut pas être dans cette qualité de présence en permanence. C'est pas possible. Et puis C'est pas possible. Ce serait épuisant même. Donc forcément, par exemple, si on s'occupe d'enfants, on va pas pouvoir être en pleine présence avec eux en permanence. Mais c'est d'en avoir conscience. Et d'ailleurs, les enfants sont très attentifs à notre présence, à notre qualité en fait de présence. Et dès qu'on disparaît, ils nous le disent. Et ils nous le disent petits, mais ils nous le disent aussi adolescents. Et alors, adolescents, c'est encore plus rapide parce qu'on a des fenêtres très courtes d'attention respective. Donc, si ils commencent à nous raconter un truc qui nous semble banal et pas très intéressant, qu'on sort en fait de l'échange pour aller regarder un message qui nous a envoyé, un SMS, une réaction sur Instagram, quand on relève la tête, la personne n'est plus là, ça y est, c'est fini. Et que votre enfant soit encore dans les parages ou pas. Et donc moi, j'ai beaucoup de moments où on sort, par exemple, avec ma fille se balader et où on laisse nos téléphones toutes les deux derrière nous. Parce que sinon, c'est dead. Oui, l'une comme l'autre, tu as raison de le préciser. Merci pour tout ça. En fait, je vais revenir au podcast. Tu commences chaque épisode par une courte méditation guidée. Et en fait, j'avais presque envie aujourd'hui de te demander de nous en offrir une. Et finalement, je trouve que tu viens de le faire. Quand tu parlais justement de ton genou, enfin, j'ai vraiment ressenti ça, donc merci. Et j'espère que ça donnera encore plus envie à chacun d'aller t'écouter parce qu'en fait, j'adore ce que tu offres justement en début de chaque podcast, de chaque épisode. C'est assez court, hein. Ça dure 2-3 minutes. Voilà, c'est maximum 5 minutes sur certains épisodes. Donc, si on n'a pas envie de le faire, on peut le passer. Mais je le fais vraiment pour que on se rende compte par nous-mêmes que la qualité d'écoute est complètement changée en fait quand on a fait ça. En fait, justement, le podcast, souvent, il est écouté en mobilité. C'est des analyses, des statistiques, etc. Mais c'est le cas. Même moi, je vois les gens qui écoutent le podcast me disent souvent je l'écoute en courant, je l'écoute à la salle de sport, je l'écoute en marchant, je l'écoute dans la voiture, dans le métro. Tu vois, donc en effet, vraiment en mobilité. Alors moi, en fait, je suis comme toi, je ne peux pas faire quelque chose en même temps qu'une autre chose. Je suis très concentrée dans ce que je fais, c'est comme ça que je peux faire beaucoup de choses. Et un podcast, je ne peux pas l'écouter en faisant autre chose parce que forcément, je vais perdre le focus de l'un ou de l'autre. Et je trouve exactement que de faire cette méditation au début, en fait, t'installe tellement dans l'écoute active. Et c'est ça qui est... très très fort et moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais je me suis demandé, j'ai l'impression que tu l'enregistres en live devant l'invité. Oui. Mais ça toujours. C'est de l'impro ou tu l'as quand même pensé avant? Oh non, je le pense. Ouais. Je l'écris pas. Mais je réfléchis par rapport à l'invité en fait pour que ce soit en cohérence. Et il y a des podcasts qui sont filmés. Je les filme pas tous parce que je me rends compte que les gens regardent pas forcément en fait ces longues vidéos alors qu'ils écoutent plus aisément. Moi, j'ai pas du tout de problème avec le fait que les gens fassent plusieurs choses en fait par exemple, moi j'écoute des podcasts en repassant, en pliant du linge, en faisant la vaisselle, voilà. Donc un peu comme j'écoutais la radio, j'aime bien ça en fait, pouvoir avoir les mains libres et en prenant le train, j'ai écouté des À voix nues de France Culture, des collections entières en prenant des trains de 3 heures ou de 5 heures, c'est trop génial. Donc non, moi c'est pas un souci, mais c'est vrai que c'est juste de retrouver son centre en quelques instants et si on prend l'habitude de le faire, contrairement à ce qu'on s'imagine, on n'a même pas besoin de dérouler un tapis en fait. Et du coup, on peut s'auto-checker régulièrement. Et parce que pour moi, le problème majeur de cette époque est qu'on est piloté par nos émotions. Et si on avait des espaces en fait, pour juste déposer nos émotions, on irait tous beaucoup mieux. Les hommes, les femmes, quels que soient les problèmes qu'on est en train de traverser. Moi, si je regardais juste les gens qui marchent dans la rue et qu'on avait juste la capacité de voir leur corps émotionnel,
et de voir en fait la zone rouge qui est vraiment le niveau d'explosion en fait, sous-jacent. Mais on regarderait, les gens seraient incandescents en fait. Et pas forcément que par de la colère ou de la frustration, de l'irritation, mais la peur, la terreur de l'avenir, le chagrin, la peine. Et on n'a pas véritablement d'espace en fait. On arrive au travail, on est dans le métro ou dans les transports. Voilà, on essaye de se comporter correctement, de ne pas gêner les autres. Donc on prend sur soi en fait. On serre les dents, on serre les mâchoires, on serre les fesses, on serre tout le corps. Les tensions s'accumulent et puis c'est pas forcément au travail qu'on va pouvoir avoir un espace pour le faire. Et puis on rentre à la maison et il y a toute une nouvelle vie qui se met en place. Et donc où sont les espaces pour libérer les émotions, les libérer parce que en fait ce sont pour moi comme des courants qui sont là pour être pour bouger. D'ailleurs en anglais émotion c'est emotion et motion c'est vraiment le mouvement. Donc imaginez qu'on va pouvoir les garder bien serrés à l'intérieur et puis comme un millefeuille remettre encore une couche par-dessus et qu'elles vont disparaître, je crois pas. Non, ça devient indigeste, au contraire. Ça devient indigeste et ça rend les rapports très difficiles. Si on avait, par exemple, moi c'est ça que j'ai aimé découvrir en fait dans le domaine du yoga, c'est d'avoir cette espèce de check de qu'est-ce que je ressens aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens à l'instant présent, et de pouvoir le dire. Si on commençait un repas, plutôt que de se dire comment ça va et qu'est-ce que tu ressens en ce moment, je ressens de la peur, je ressens du chagrin, mais ce serait dingue. Et nous, alors je dis nous, les femmes, parce qu'on a été contraintes par notre histoire à rester beaucoup à l'intérieur, on a développé et déployé des outils d'expression de l'intime. Sans doute parce que géographiquement, on a été localisé en fait à l'intérieur de la maison par contrainte, mais c'était comme ça. Et du coup, on a déployé énormément de solutions en fait pour échanger, pour discuter de nos émotions, de ce qui est en train de se dérouler dans l'intimité. Et je trouve que les hommes n'ont pas beaucoup d'espace, même entre eux, pour échanger au sujet de leurs émotions, de la façon dont on le fait, nous. Et je regarde chez les adolescents, c'est encore pire. Avec les écrans, en plus, maintenant, ils sont ensemble, mais avec chacun... Oui, et ils sont ensemble, mais il n'y a pas tant de mixité que ça. Il y a vraiment des clans de filles et des clans de garçons, ça se mélange encore moins, parce qu'il y a beaucoup de pudeur, en fait. Oui, et puis avec aussi tout ce qui se passe avec les mouvements MeToo, etc., je crois qu'il y a même aussi beaucoup plus de peur et de... C'est ce que j'entends chez certains garçons, mais ça, comme je ne suis pas sociologue, je ne pourrais pas en parler. Et je ne veux pas minimiser le caractère positif, évidemment, de la libération de la parole pour les victimes. Donc, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on gagnerait tellement à avoir des espaces pour pouvoir... Et des espaces, ce n'est pas une pièce ou ce n'est pas d'aller... c'est une break room, tu sais. Non, mais voilà, c'est pas ça. Et ce n'est même pas d'aller dans un cercle de parole. Hein. Non. C'est entre nous, même au sein de la famille... tu ressens quoi et où est-ce que c'est logé dans ton corps? Est-ce que tu peux respirer en fait à l'intérieur de cette douleur-là? Est-ce que tu peux juste la desserrer en mettant du souffle, en faisant rentrer de l'oxygène? Et ça, d'un seul coup, ça change tout parce que il y a des moments où on ne peut pas aider son enfant, par exemple. On ne peut pas lui retirer sa souffrance, on ne peut pas lui retirer son chagrin. Il doit l'expérimenter par lui-même. Mais le fait de respirer dans ce chagrin, ça va ouvrir en fait complètement le corps à le transformer. Donc moi c'est ça qui m'intéresse et c'est une discipline du quotidien mais qui est comme un brossage de dents en fait. Je sais pas, moi je peux pas aller me coucher sans m'être brossé les dents et je peux pas sortir de chez moi sans m'être brossé les dents. C'est très désagréable en fait
si on a oublié sa brosse à dents, en fait, franchement, le premier truc qu'on fait, c'est d'aller s'en chercher une. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que la méditation, elle n'a pas besoin d'un cadre strict, c'est juste, j'en ai besoin au quotidien d'observer et de prendre un tout petit peu de distance. Ah oui, là, j'avais pas remarqué que je ressentais ça, et à quelle pensée c'est rattaché. Tu vois, tu parlais des enfants. Moi, j'ai donc un fils de 5 ans. Et je pense qu'avec tout ce courant de parentalité positive, etc., on est beaucoup plus à l'écoute des émotions des enfants aujourd'hui qu'on ne l'était même il y a 20 ans ou quand nous, on était enfants, parce qu'on est à peu près le même âge, toi et moi. Et je vois à quel point, moi, ça m'aide de sonder ses émotions à lui. On parle énormément de ça. En plus, bon, il a depuis toujours, enfin vraiment, il est très sensible et il a des élans, des émotions qui sortent très fortement d'une façon comme d'une autre, comme moi. Donc je peux le comprendre, mais ça met, et tu vois, cet effet, ça vient presque guérir moi, mon enfant intérieur qui n'a pas eu tout ce soin et cette attention au même âge que lui, et ça m'émeut beaucoup de dire ça. Et vraiment, ça m'aide aujourd'hui de pouvoir avoir ces échanges avec lui. Et tu vois, l'autre jour, il me disait, tu sais, maman, tu sais, maman, moi, quand je pleure, ça me donne de la joie. Et d'avoir 5 ans et d'arriver à exprimer aussi clairement que tu peux ressentir de la joie tu vois, en exprimant ta tristesse, je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Mais oui, c'est vraiment des maîtres de sagesse. Les enfants, ils expriment et ils verbalisent tellement simplement, en fait, ce qui est à expérimenter par nous-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas encore les filtres que nous, on s'est rajoutés socialement, et puis voilà, avec l'éducation, etc. Et tout. Je reviens justement à ton podcast, donc, qui s'appelait Pleine Présence. Et tu expliques que tu as changé le nom. Donc maintenant, il s'appelle le podcast de Lily Barbery, parce que justement, les gens souvent avaient du mal à trouver, parce qu'ils n'étaient pas certains du titre, etc. Et de la même façon, ton blog qui s'appelait Ma Récréation, que je connais depuis le début, c'était 2010, je crois, à peu près. Oui, je l'ai lancé en 2010. Voilà. Et tu as fait évoluer vers lilybarbery.com en 2018. Et donc, je trouvais intéressant qu'il y ait ce parallèle, finalement, dans le fait de pleinement maintenant incarner tes médias avec ton propre nom. Et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui, tu vois, d'être là pleinement, d'être avec comme une marque. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai longtemps résisté à l'idée justement d'utiliser mon prénom et mon nom comme une trademark. C'est cette idée de j'avais envie de garder ça pour moi. Là, c'est vraiment une logique très simple. C'est qu'en termes d'outils de recherche, quand on est sur un navigateur et qu'on tape mon nom, ça remonte plus facilement d'avoir un site qui porte son nom que d'avoir un site qui porte un nom plus compliqué. Et Ma Récréation, c'était ce que c'était. C'est-à-dire, c'était vraiment une récré pour moi. Mais c'est devenu un job à plein temps, puisque j'ai quitté complètement la presse écrite pour laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans pour vraiment m'occuper de ce blog et le développer. Je ne savais pas du tout finalement quelle forme ça allait prendre. C'est amusant parce que finalement, c'est sur Instagram vraiment que ça a explosé pour moi sur le plan, je dirais, de la notoriété. Et aujourd'hui, j'essaye de trouver de la cohérence en fait à travers tous les outils que je crée. Donc, pleine présence, les gens avaient du mal à l'identifier parce qu'ils disaient toujours pleine conscience à la place de pleine présence. Et puis, j'avais envie qu'il soit un petit peu moins associé à l'idée de la spiritualité, de l'ésotérisme. Parce que en fait on a des conversations, on a beaucoup parlé là de la méditation, mais c'est 3 minutes ou 4 minutes dans le podcast, et après il y a 1 heure de conversation avec des gens qui sont très différents et qui sont parfois pas du tout, en tout cas dans ce milieu, qui s'intéressent pas spécialement au bien-être, mais qui m'inspirent moi, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de changer le monde à leur niveau. Et c'est ça qui m'intéresse, et je les trouve super présents dans leur vie.
mais ils n'ont pas forcément mis de discours derrière ça, et je ne cherche pas leur discours, mais finalement les trouvailles et les ressources qu'ils ont développées pour pouvoir être présents dans leur vie. Donc oui, je me suis un peu détendue avec cette ligne éditoriale que je m'étais créée pour me dire voilà, c'est pas très grave de pas enfin, ce qui compte, c'est que c'est moi qui le fais, ce podcast, et c'est moi qui interroge les gens. Je le fais avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de préparation, mais finalement, j'essaye de montrer, de pointer le doigt vers quelque chose qui m'intéresse, vers quelqu'un qui m'intéresse. Donc après, la ligne éditoriale, finalement, c'est surtout mon goût et mon intérêt. Et il est produit par les podcasteurs ouais. Et hébergé chez Acast. C'est toi qui leur as proposé ou c'est eux qui sont venus te... Non, c'est eux qui sont venus vers moi au moment où moi j'avais envie de faire un podcast. Donc, ça tombait bien. Voilà. Et là, voilà, c'était un moment où, encore aujourd'hui, quand j'ai vraiment un désir très fort, parfois je suis assez troublée par la manière dont il se concrétise sans même que j'ai besoin de passer des coups de fil, quoi. Donc ça me touche énormément si c'est vraiment aligné avec mon désir profond. Donc j'avais envie de créer un podcast, mais flemme de me dire oh là là, il va falloir que je me forme à un nouveau truc, alors que je m'étais déjà formée à produire mes propres vidéos de cours, acheter tout le matériel pour créer un studio en ligne, me former à la plateforme de cours, etc. Je me suis formée à tellement de trucs ces dernières années, et ça ne s'arrête jamais, puisque là, je vais me former à nouveau à de nouvelles choses. Hier, j'étais en formation pour un nouvel outil. Et vraiment, je me suis dit, ah non, j'ai pas envie. Et juste au moment où je me suis dit ça, Laurent Aknin, qui est l'un des cofondateurs donc, de ce studio et des podcasteurs, m'a contacté. C'est eux qui produisent le podcast de philosophie sexy, celui de Marie-Robert, et de plein d'autres, mais ils font aussi des audiobooks. Et Laurent, il est compositeur de musique, hein, donc il fait des musiques de films, etc. Et il m'a dit, allez, vas-y, on se lance. Et donc, c'est génial parce que j'ai le confort d'un studio et d'une qualité de son. Puis j'ai pas besoin... Alors, on fait très peu de montage. Mais quand il y a du montage, c'est eux qui s'en occupent. De temps en temps, si c'est en anglais, eh bien... c'est moi qui... Je trouve une traductrice et je trouve une deuxième voix. Mais c'est eux qui font toute la production derrière. Et il est diffusé sur Acast, mais sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, voilà, ça c'est l'hébergement. Voilà. Enfin, c'est comme moi je suis hébergée chez Ocha, mais après c'est diffusé exactement. Sur toutes les plateformes. J'adore cette équipe, j'adore aller les voir. À chaque fois, c'est toujours une joie. Ils sont hyper curieux. C'est une bande de mecs. Là, il n'y a que des hommes dans ce podcast, dans ce bureau. Et je les trouve tous tellement curieux, sensibles, drôles. On passe à chaque fois un super bon moment. Si je pouvais, j'en enregistrerais un par jour, quoi. Ah, parce que justement, toi, c'est un toutes les 2 semaines. Oui. Et le rythme, comment tu arrives à le tenir? Parce que... Il y a de temps en temps des pauses quand même. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de faire des pauses de 2-3 mois parce que c'était pas possible autrement. Tu t'octroies encore une fois cette liberté. Ah oui, de toute façon, moi je gagne pas d'argent avec le podcast. D'accord. J'ai pas tenté de mettre de la publicité. En revanche, ça te coûte rien parce que c'est produit par eux. Oui, et puis c'est un échange de visibilité et on n'est pas contre d'ailleurs le fait de mettre de la pub, mais ce qu'on m'a proposé correspondait pas du tout à mes valeurs. Donc moi, j'ai pas envie de mettre une pub pour un supermarché de grande distribution qui corresponde pas à mes valeurs. Voilà. Après, je trouve qu'il y a des gens qui mettent de la publicité sur leur podcast et qui le font extrêmement bien. C'est malin, c'est bien écrit, ça passe tout seul. Moi, j'avoue que la plupart du temps, je passe. Voilà. Tu avances. J'avance. Je pense qu'on est beaucoup d'auditeurs à faire la même chose. Et du coup, j'ai l'impression quand même que l'économie des podcasts, elle n'est pas si simple et que les podcasteurs, même les plus célèbres, ils sont obligés de développer tout un tas d'autres sujets. Mais finalement,
finalement, c'est la même chose pour tous les gens qui travaillent avec le digital. Moi, on a beaucoup parlé de la méditation, du yoga, du podcast, mais finalement, c'est une toute petite partie d'abord de mon travail, mais de mon économie. Parce que moi, je fais aussi de l'événementiel. De temps en temps, je réponds à des conférences où je modère des conférences. Je peux me retrouver à faire une interview pour une marque, à organiser une expérience un peu inédite avec de la méditation, mais comme je cuisine, ça peut être aussi autour d'un petit déjeuner. J'organise des retraites, mais ça peut être aussi un podcast enregistré en public. Donc il y a beaucoup d'événementiel en fait dans ce que je fais, et il y a une partie rédactionnelle qui est gigantesque, qui représente 90% de mon temps. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, c'est autant que ça. Je pensais que ça avait un petit peu réduit. Mais dans le rédactionnel, tu inclus tes propres ouvrages ? Oui, alors en fait, il y a mon travail. Et puis ta newsletter. Donc la newsletter que je fais chaque semaine, elle me prend au moins 2 jours de ma semaine, pas à écrire, mais toutes les enquêtes. Voilà, et parce que j'écris toujours assez vite, mais voilà, de trouver les bonnes images. Et puis, pour cette newsletter, en plus des 2 jours où je commence à formuler exactement ce que je veux, il y a aussi tout ce dont je ne parle pas, que je teste dans la semaine, mais qui n'atterrit pas dans la newsletter. Ça peut être un livre qu'on m'a envoyé et que finalement j'ai lu et je trouve pas suffisamment en lien avec ma ligne éditoriale pour en parler. Je lis énormément, donc il y a ça, il y a des séries que je regarde pas simplement pour moi, mais aussi dans l'idée de tiens, qu'est-ce que ça raconte de l'époque, est-ce que je pourrais en faire quelque chose pour la newsletter. Je suis en train de regarder The Split sur Arte, sur tes conseils de newsletter. Incroyable, j'ai bientôt terminé là. The Split, c'est une super série qui est diffusée sur Arte. De toute façon, Arte a une proposition en fait de séries et de documentaires qui sont vraiment exceptionnelles. Et là, il y a une petite merveille aussi sur Arte TV en ce moment qui s'appelle Samuel, qui a regardé en famille. Des petites... c'est un petit animé avec des épisodes qui durent 5 minutes par une jeune artiste qui s'appelle Émilie Tronche. Bon, enfin, génie. Elle est incroyable. On va en entendre parler de cette fille. Elle est incroyable. Et alors, merci de parler de ton économie parce que c'est vrai que c'est a priori un peu le sujet, ma propre ligne éditoriale, mais je suis ravie de faire énormément de digressions et encore une fois, je parlais vraiment de ici et maintenant avec toi, donc moi je me laisse aussi beaucoup de liberté, tu vois, ça me fait du bien au début, parce que c'est donc ma 2e saison. Au début, j'étais beaucoup plus dans mon cadre, tu vois, c'est parce que finalement le cadre, on le sait, il est rassurant. Et là, je l'élargis régulièrement et donc je suis très heureuse de tout ça. Mais pour revenir notamment ce que tu peux faire avec des marques, etc., comme tu l'expliques notamment dans ton livre « La réconciliation », tu as évidemment fait énormément évoluer tes collaborations pour qu'elles soient justement en ligne avec tes valeurs profondes. C'est d'ailleurs très intéressant la façon dont tu en parles. Encore une fois, tout ce cheminement et voilà, comment tes choix sont venus de facto. Et aujourd'hui, tu racontes même à quel point, à un moment, tu comptais l'argent que tu refusais. Et aujourd'hui, j'imagine que c'est même plus une question. C'est-à-dire que les marques te contactent déjà en connaissance de cause. Alors, évidemment, l'avoir dit et écrit dans un livre a fait que y a plein de marques qui viennent pas vers moi parce que, par exemple, je suis pas considérée par les agences d'influence parce que, par exemple, moi, si on me propose une campagne qui a été proposée à 50 personnes, quand bien même la marque serait intéressante, ça ne m'intéresse pas. Je ne le ferai pas. Parce que je veux dire de faire la même campagne que 50 autres influenceurs. Oui, c'est-à-dire même si la marque est super et qu'elle correspond à mes valeurs et que je sais que elle est en contact avec 50 influenceuses qui vont faire un reel, une autre un truc TikTok, une autre je sais pas trop quoi, etc. Toutes sur le même produit en même temps. Au secours, moi je me casse. Je veux pas ça parce que en fait, en tant qu'utilisatrice et en tant que lectrice sur les réseaux sociaux et ailleurs, même quand les marques sont de qualité et que je vois tout le monde faire la même chose au même moment,
je suis écœurée, en fait, je sature et je suis consciente que tout le monde doit gagner sa vie et j'ai rien contre les personnes qui disent oui à ces campagnes, faut bien manger. Mais je trouve que il y aurait tellement de choses plus intelligentes à faire, c'est-à-dire plutôt que de balancer le même truc à tout le monde en même temps, de laisser les créateurs de contenu être plus subtils en fait, et faire preuve de leur propre créativité, incarner. Bon, alors bon, il y a des marques qui savent faire ça, évidemment. Moi déjà sur Instagram, j'essaye de vraiment garder cet endroit neutre. Je ne fais pas de publicité, il n'y a pas de contenu sponsorisé sur Instagram. Il peut m'arriver de raconter un événement auquel j'ai participé, pour lequel j'ai créé quelque chose, et donc comme de récemment Chanel, enfin Jardin. Alors c'était pas du tout Chanel, Jardin. En fait, il se trouve juste que Chanel utilisait le même espace que moi. Et donc, mais c'était directement pour Jardin. C'était pour Jardin, mais ça pouvait prêter à confusion parce que j'étais dans leur décor. Partout, mais voilà, non, c'était vraiment pas du tout en lien avec cette marque-là. Comme on se connaît bien et qu'on s'aime beaucoup, c'était agréable de recroiser des gens avec lesquels j'avais travaillé il y a longtemps. Mais non, c'était pas en lien avec Chanel. Mais oui, ça c'est plutôt une commande de la part de ce salon du jardin qui me demande si je serais d'accord pour créer un atelier. Et moi, j'étais hyper heureuse de créer quelque chose de vraiment unique dans ces espaces. Je suis toujours inspirée en fait par les lieux. La Philharmonie de Paris, en 2021, ils avaient cette exposition de Sebastião Salgado sur l'Amazonie, et ils m'ont dit, je sais pas, c'était une fille qui travaillait dans le musée, qui suivait mes méditations et qui disait, je pense que tu pourrais faire quelque chose génial. En fait. Ouais. Et Jean-Michel Jarre avait créé une musique vraiment spéciale pour cette exposition. Comme c'est un musée quand même où la musique est au cœur, l'expérience sonore était folle. Et moi, j'ai adoré rencontrer cette équipe et ça m'a beaucoup inspirée. Et on a rempli le musée de, je ne sais plus combien on était, mais au moins 200, tous assis tout autour des photos en fait, au sol. C'était magique, mais vraiment magique en fait de vivre ça dans un musée et de sortir la méditation de ses murs habituels. Donc ça, moi, ça me plaît beaucoup. Et ça peut m'arriver de le raconter, mais je ne suis pas payée pour le faire sur Instagram. Oui. Donc Instagram, j'essaie de le garder le plus neutre et pur possible pour qu'on puisse, lorsque je parle de quelque chose, me faire confiance. J'ai tissé cette relation de confiance depuis des années et des années, et donc j'ai pas envie de la mettre en péril pour quelques euros, parce que je vais gagner 1500, 3000 ou 5000 euros sur une campagne, parce que je fais pas partie des influenceuses gigantesques qui vont prendre des 50 000, des 100 000 ou des millions. Et ça peut paraître beaucoup d'argent à un moment, mais si ensuite tout le monde part, qu'est-ce que je gagne moi à la fin? Donc j'essaye vraiment en fait d'être logique et d'avoir des stratégies long terme, et donc je refuse énormément de choses. De temps en temps, sur un plan économique, je sais pas si je fais toujours le bon choix. De temps en temps, je me dis là j'ai dit non. Comment je vais faire? Donc moi, j'ai une économie qui est issue de la plateforme de cours en ligne que je propose sur abonnement, voilà, qui propose des vidéos de méditation, pas que de ce que moi je propose, mais aussi de cours de yoga Iyengar avec un autre prof que j'aime beaucoup, Stéphane Beyo, des cours de yoga Vinyasa avec Emmanuel Hutin. Il va y avoir, j'espère, d'autres profs qui vont se joindre à moi, pas forcément dans le yoga, mais aussi pour amener d'autres disciplines pour mettre le corps en mouvement. Et puis maintenant, depuis quelques temps, j'ai rajouté de la food avec des recettes de cuisine, de la déco, des rencontres. Et moi, j'ai hyper envie de déployer ça, même si je vois bien que majoritairement, mes clients, ils viennent pour le sport et pas spécialement pour le lifestyle. Okay. Et donc, tout ce travail rédactionnel que je fais, il a jusqu'à présent été assez peu valorisé sur un plan économique, parce que je considérais que la gratuité, c'était OK.
Et puis, en fait, j'ai beaucoup fait de choses gratuites pendant le confinement, et puis encore en 2021, et puis encore en 2022. Je me suis pas mal épuisée à un moment. Et je me suis rendu compte que il était temps de rééquilibrer en fait. Oui. Entre... Et de redonner de la valeur, pour le coup, même oui, financière, à ton contenu gratuit. Exactement. C'est-à-dire que j'ai pris conscience à la faveur d'un travail assez dense avec une coach américaine qui m'a beaucoup aidée en 2022. Et puis ensuite, en faisant une espèce d'audit, justement, de aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je propose sur le plan professionnel. Pas qu'est-ce que je suis sur le plan personnel, mais ça m'a conduit à me poser la même question. Voilà. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire, puisque j'avais envie de moins donner de cours de yoga, j'avais envie je me suis mise à écrire un roman que j'ai pas terminé, donc j'avais besoin de plus de temps pour explorer de nouvelles choses. Donc si j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de gagner de l'argent différemment. Et comment valoriser tout ce que je fais gratuitement, parce que hier, je listais. Dans ta formation donc? Oui, dans la formation que je recevais, je listais à une fille qui, pour le coup, est créatrice de contenu et qui me montrait un truc. Et elle me montrait comment elle faisait elle, et ce qu'elle facturait, et comment je faisais moi. Et je me suis dit, mais je suis fucked up. Je me suis vautrée. Et je lui montrais, en fait, parce qu'elle me dit, elle est anglaise, donc elle me dit, montre-moi tes newsletters. Donc je lui montre chacune de mes newsletters, et elle me dit mais tout ça, avec son anglais, tout ça c'est gratuit. Je lui fais oui pour le moment, mais ça va changer. Et donc elle me dit mais c'est beaucoup trop long. Elle me dit moi qui suis déjà c'est payant, mais même en payant c'est beaucoup plus court ce que je propose. Je n'arrive pas à faire court. J'arrive pas. Je t'interromps. Je suis pas certaine que ce soit trop long. Moi qui les lis, tes newsletters, et je vois même les commentaires que tu reçois régulièrement, t'en repartages certains, etc. Et en fait, je pense que la longueur de ta newsletter fait partie de la qualité de ton contenu, que justement on va le lire parce que c'est long, parce que c'est pas juste 3 trucs qui sont du copier-coller de ton site. Non, c'est un contenu qui est encore différent. Tu vois, j'ai des frissons. Quand j'ai des frissons, ça veut toujours dire que ça répond. Et en revanche, que ça devienne payant, je pense que c'est légitime et que tu vois. Alors, je ne sais pas si ton idée, c'est de faire comme Le Monde ou Libé. Pour lire la suite, faut être abonné. Je ne sais pas. Je sais pas trop. En fait, je me pose des questions parce que je vais garder une newsletter, mais peut-être qu'elle sera mensuelle. Gratuite. Voilà, gratuite. Ouais. Et qui sera sans doute un condensé de ce qui s'est déroulé dans les newsletters payantes. C'est ça. Pas pour créer de la frustration, mais pour créer de l'engagement. Parce que, en fait, je produis du contenu sur mon site lilybarbery.com, qui est plus un magazine en ligne qu'un blog. Tout à fait. Et à chaque fois, j'aborde, même si c'est des sujets qui sont très incarnés, je les aborde avec le même sérieux que celui que j'avais quand j'écrivais pour la presse. Et que donc tu étais rémunérée. Et j'étais rémunérée par un journal à ce moment-là. Donc, je le fais avec autant de sérieux. Je le fais même parfois et très souvent en dépensant de l'argent. Par exemple, très souvent, les choses dont je parle, je me les suis payées moi-même, contrairement à plein de gens. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien de ne pas se payer. Enfin voilà, pourquoi je fais ça ? Parce que ça me permet de ne pas parler de tout ce qu'on pourrait m'offrir et qui ne me convient pas. Donc là, je viens de faire un séjour à Marseille. J'y suis allée parce que j'avais besoin d'inspiration, et j'y suis allée parce que je sentais un appel de cette ville, sans trop comprendre pourquoi. Et je me suis laissée guider par mon intuition. J'ai pris des billets, j'ai emmené ma collaboratrice qui travaille avec moi, Géraldine. Et elle m'a dit, ah bon, pourquoi on va à Marseille ? Je lui ai dit, je ne sais pas encore très bien pourquoi. Mais on y va. Génial. Et on n'y va pas pour des vacances. Ce n'était pas du tout l'esprit. D'ailleurs, on a bossé très dur pendant toute la semaine où on était là-bas. Mais c'était un grand plaisir, évidemment. Et j'avais posé une intention. C'était, j'ai listé
tous les lieux déjà très connus à Marseille, le Tuba, Maison Empereur, l'épicerie L'Idéal, etc., etc., le Mucem, etc., qui sont vraiment des lieux que j'adore. Mais j'ai dit, voilà, on va faire en sorte de ne pas emmener les gens dans ces lieux-là. Et moi, j'ai un goût, donc forcément, je suis allée vers des lieux qui me plaisent. Mais j'ai cherché avec une amie, complice, Charlotte Brunet, qui est marseillaise, à me surprendre pour pouvoir surprendre aussi les gens qui me suivent. Donc, j'ai loué déjà une maison dans Marseille que j'ai recherchée parce que je voulais quelque chose de nouveau. Je crois que j'ai été la première à dormir dans cet espace. Il avait été loué uniquement pour des shootings, mais vraiment... donc, c'est très beau d'ailleurs. Hein. Hyper beau, tout était magnifique. Et j'ai pas montré encore, parce que j'ai juste montré quelques petits snaps sur Instagram de choses que... Voilà. Mais... j'ai du lourd à partager dans les semaines qui viennent. Évidemment que tout ça, ça a une valeur. Ouais. Je passe plusieurs jours, je laisse ma famille derrière moi, je loue une maison, je dépense des billets de train, etc. Donc, je me dis, c'est exactement comme quand on fait une prod pour la presse écrite, sauf que là, c'est moi qui la finance. Et ce serait pas juste que derrière... tout ce que je vais livrer soit gratuit. Et c'est pourtant ce que je fais depuis 14 ans. Y a plein de gens qui me croisent dans la rue et qui me disent « Ah, on est allé au Japon, on a utilisé toutes vos adresses, c'était super. » Ou d'autres qui me disent « On a fait tout le Péloponnèse avec vos adresses, c'était top. Ah, tiens, j'ai découvert ce truc, c'est super, etc. » Ou bien des gens comme, ça pourrait être Gregor Schultz, dont on a parlé tout à l'heure, qui est ostéopathe, ou des masseuses, etc., qui me disent « Tu sais, moi, c'est génial. » Griff by Élise, hein, la manucure. Voilà. J'ai rendez-vous jeudi. Tu t'as changé ma vie professionnelle parce que tu as parlé de moi et ça a vraiment... et moi, je suis hyper heureuse pour ces personnes-là parce qu'elles le méritent. Mais du coup, dans l'équation, tout le monde gagne sauf moi. Donc, je me suis dit, il y a deux solutions. Soit je mets de la publicité et voilà, et j'essaye de me faire payer par des marques pour ce que je fais, soit j'engage ma communauté à payer des petits montants, et quand je dis petits, on va se situer entre 5 et 7 euros par mois pour avoir accès à la fois à ma newsletter et à mon blog. Et aussi ce que les gens ne voient pas, c'est que je réponds en message privé sur Instagram toute la sainte journée. C'est ça. Et que, parce que j'aime bien ça, sauf que encore une fois, c'est du temps précieux que je donne. Et en plus, parfois, les gens sont pas contents parce que j'aurais pu fouiller un peu plus, j'aurais pu... des fois, j'ai des demandes avec je veux partir avec mon chien en vacances, est-ce que tu peux me trouver un endroit dog-friendly, mais j'ai aussi un enfant de 2 ans et il a besoin de ci, ça. Et je suis là, mais je suis pas agent de voyage. Voilà. Donc, si je dois devenir agent de voyage, il faut que je sois payée pour. Quoi. Exactement. Et donc, heureusement, il y a des outils qui se créent pour des gens comme moi et qui permettent de monétiser ce type de contenu et de créer un espèce de paywall sur un site comme lilybarbery.com qui va vous engager, en fait, à vous abonner pour pouvoir accéder au contenu, super. Un peu comme tu l'as sur lemonde.fr ou le New York Times auquel je suis abonnée. Ou même la plateforme que j'ai jamais utilisée, mais je vais le dire avec l'accent français, Patreon, pour que tout le monde... Oui, tu vois, c'est exactement ce genre d'outil. Exactement, c'est top. Mais c'est bien d'avoir eu ce shift intérieur finalement, de te dire je m'octroie plus de valeur. Non, mais je me disais, je suis en train de dire à tout le monde, je l'avais écrit dans une newsletter, que en fait, moi, j'ai pas de valeur. Et d'ailleurs, tu vois, les retraites de yoga que je propose, alors, bien sûr que si on se rend pas compte le business model derrière une retraite de yoga, on peut s'imaginer que c'est très cher. J'ai des retraites que je propose qui vont de 800 € à 1600 € selon l'endroit où on va et selon le confort, etc. Et elles durent entre 5 à 6 jours, ça dépend, etc. Donc c'est vraiment une semaine quasiment totale. Bon. Donc dans l'idée, quand je loue, je privatise un espace où la chambre est à 300 € la nuit,
Bon, bah, c'est pas très compliqué, en fait, d'imaginer que quand il y a beaucoup de chambres, je vais payer très très cher, en fait, de privatiser l'ensemble pour un certain nombre de nuits. Que je veux que les gens mangent une cuisine locale et bio, préparée par une femme qui va venir s'installer avec nous pour cuisiner pour toute la semaine. Donc forcément, il faut la rémunérer à hauteur, puisque elle n'est pas en train de faire autre chose que de s'occuper de nous. C'est ça, bien sûr. Elle dort sur place, etc. Donc tout ça, ça se paye. Elle est loin aussi elle est loin de sa proches, famille. voilà. Donc elle a besoin aussi de trouver des moyens de garde pour son enfant, etc. Donc tout ça, faire venir ma collaboratrice pour être assistée et vraiment veiller à ce que chacune ait une expérience unique, inoubliable, avec des cadeaux qui l'attendent dans sa chambre pour que ça marque vraiment ce moment qu'elle s'offre à elle-même. Je dis elle parce que souvent je n'ai que des femmes dans ces retraites. Eh bien, moi, il y a beaucoup de travail en amont, il y a beaucoup de production sur place, et puis il y a un temps de repos nécessaire pour moi après pour intégrer. Bien sûr. Je peux pas repartir en fait au boulot juste après. Je suis obligée d'avoir quelques jours pour me poser. Et je vais même dans mon protocole, je m'accorde des massages avant et après, pas du tout de manière chichiteuse, mais juste pour être prête et pour pouvoir le faire. Donc tout ça, c'est une énorme dépense. Et si je montrais, et je l'ai déjà fait, j'ai déjà montré dans une newsletter, j'ai expliqué vraiment combien coûtaient les choses. Par exemple, je fais des retraites en France pour qu'on ne prenne pas l'avion, parce que je ne me sens pas très à l'aise, pas avec le fait de prendre l'avion, moi, à titre personnel, c'est mon choix et ça n'implique que moi, mais d'emmener tout un groupe. Je me dis, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Donc, tant que je peux faire autrement, je le fais en France. Ça me coûte beaucoup plus cher que d'aller au Portugal ou d'aller en Grèce. J'aurais tout à gagner en fait à aller au Maroc, en Grèce, et d'ailleurs je le ferai peut-être un jour parce que de temps en temps je rencontre des gens qui me disent moi j'ai trop envie qu'on travaille ensemble. Je mérite aussi que tu viennes chez moi et que tu emmènes des gens qui ont envie. Donc bon. Mais n'empêche que faire ça en France, payer tout le monde correctement, défendre un système dans lequel je crois, c'est-à-dire un système de santé, de protection de l'emploi, etc., qui fait qu'on paye des charges, mais évidemment que c'est tant mieux en fait qu'on paye des charges aussi lourdes parce que pour moi c'est une manière de contribuer en fait à ces systèmes-là. Bah, ça a un coût et moi ce que je gagne dans cette équation-là est tout petit et pas du tout à la hauteur de ce que je propose. Donc moi la coach américaine quand elle regardait elle était là, what the fuck? Pas grave. Non, mais elle se disait, mais c'est quoi ton problème? Moi aussi, je sais pas. Et je me disais, oui, mais moi, tant que j'ai assez pour moi, tant que j'ai assez, je veux pas profiter du système. Elle me dit, mais t'as assez pour cette semaine-là, mais réfléchis à ton plan sur l'année. Parce que, en fait, là, tu vas être extrêmement fatigué. C'est ça. Et donc, l'impact avant et après, ta préparation et après. Exactement. Et donc, c'est pas du tout logique d'y penser à la semaine, mais je devrais penser aux 2 mois de boulot qui sont nécessaires pour préparer ce genre de truc. Et donc, ça changerait complètement la donne. Mais l'idée de proposer un prix très élevé, eh ben, ça me met super mal à l'aise parce que j'ai des origines sociales qui sont mixtes. Et donc, ça devient élitiste. Voilà. Et donc, moi, je me sens gênée de proposer... pour que ce soit à la hauteur de ce que je fais, il faudrait qu'une semaine soit au moins à 3 000 €. C'est ça. J'aurais plus du tout la même clientèle. Moi, les femmes qui viennent, il y en a qui ont des gros moyens, mais il y en a qui se sont saignées et du coup qui apportent énormément dans leur partage sur leurs difficultés pour pas qu'on reste dans des bulles hermétiques les uns les autres en fait dans nos sphères sociales qui se mélangent pas. Et je sais ce que c'est que de compter l'argent. Et c'est sans doute pour ça que j'ai un rapport qui n'est pas si simple. Évidemment. Parce que j'ai vu, moi j'ai vu ce que c'était pour ma grand-mère maternelle de vivre dans un appartement vraiment sinistre, dans une banlieue qui a des côtés super joyeux, mais la cité où elle était, c'était pas spécialement joyeux. Et
je me dis, mais elle aurait adoré, ça se trouve, partir en retraite. Alors, je ne peux pas accueillir des gens. Je l'ai fait une fois, d'augmenter le prix pour tout le monde pour qu'il y ait une personne qui vienne gratuitement. Ah ouais. Je l'ai fait une fois. Ça m'a demandé un boulot de dingue pour trouver la bonne personne parce que j'ai demandé en fait des candidatures. Et en fait, c'est horrible d'en choisir une. C'est trop dur. Parce que ça veut dire, en choisir une, ça veut dire renoncer aux 200 autres candidatures qui méritaient tout autant de venir. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas encore le truc vraiment qui est OK. Mais trouver le juste équilibre pour gagner assez pour soi, se valoriser et puis pas mettre en péril son activité en devenant si fatigué qu'à un moment, on ne peut plus travailler. C'est aussi ça dans l'équation. Et en te le disant, je me dis putain, j'ai encore vraiment des progrès à faire. Tant mieux. There's always room for improvement. Il y a toujours la place pour grandir et pour s'améliorer. Mais c'est très très intéressant tout ce que tu partages justement sur ton business model. Et finalement, tu vois, je me demandais comment tu te définis aujourd'hui, parce que donc tu étais journaliste, tu vois, tu étais journaliste. Alors fais-le, Lily, vas-y. Ah vas-y, j'essaie. Bon, tu étais journaliste. Ouais. Maintenant, évidemment, on veut plus tu vois. C'est vrai que je me dis souvent, quand je parle de toi, tu vois, quand je raconte, tiens, je vais interviewer Lily. Elle était journaliste, tu vois, je cite Vogue, Aime le Monde, et je me dis, mais c'est pas possible de la présenter au passé. Moi qui suis en plus, tu vois, je crois que je suis toujours journaliste dans le sens où l'enquête, comme tu dis. Je n'écris pas pour la presse écrite, mais la manière dont je réfléchis aux choses et à l'époque dans laquelle je suis, c'est complètement journalistique. Ensuite, tu as cette fameuse création de contenu. Ça peut être ton propre contenu ou du contenu qui soit monétisé pour des marques, etc. L'événementiel, tu vois, qui est quand même une dimension qui semble importante aussi pour toi. Le yoga, évidemment. Donc, il y a ce côté quand même influence, ce terme qui est devenu à la mode et en même temps très... Oui, et de temps en temps, quand il y a des gens qui... là, il n'y a pas très longtemps, il y a un commentaire qui n'était pas du tout mal intentionné, mais qui, moi, m'a super gonflé. Et la personne, on s'est mal comprise, en fait, sur Instagram, ce qui arrive beaucoup, très parce souvent. Que par écrit, on n'entend pas le ton de voix. Donc, voilà. Tellement. Mais... à un moment, je partageais un post et elle disait j'espère que vous allez nous présenter autre chose de cette ville et pas là vous êtes en train de nous présenter un truc un peu d'influenceuse. Et en fait, je me suis dit oh là là, je me casse la tête à payer moi-même tout ce que je suis en train de montrer. Je joue pas du tout le jeu de l'influence justement, c'est-à-dire que moi je pourrais aujourd'hui appeler des hôtels, c'est ça. Appeler même des compagnies aériennes et comme beaucoup de filles le font, montrer dans l'avion c'est génial, Air je sais pas trop quoi a un nouveau déjeuner trop bien, Air Influence vous propose une nouvelle salade de choux à la mayonnaise qui est vraiment trop bonne. Je serais incapable de faire ça, mais tu vois, je veux dire, je pourrais tout à fait jouer à ce truc-là. Moi, je suis invitée dans des hôtels luxueux toutes les semaines. Je dis non. Je dis non parce que je me dis... et du coup, quand je me paye d'aller chez Rollinger une fois par an, tout le monde me dit « Ah bah ça va, vous êtes invité et puis vous arrêtez pas de lui faire des posts. » Mais je paye. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette fameuse loi sur l'influence où maintenant il est exigé de préciser. Franchement, je la trouve horrible cette loi. Un peu. Je la trouve horrible cette loi parce que, en fait, d'abord, toutes les filles ne jouent pas le jeu. Donc ça veut dire qu'il y en a qui jouent le jeu sur certains postes mais pas sur tous, alors qu'en fait entre nous on vous voit, on sait très bien qui fait quoi. Et en plus ça crée du coup de la suspicion sur tous les types de contenus. Oui, c'est vrai. Et franchement que les filles aient à écrire, alors qu'elles aient été invitées dans un espace, c'est bien de le dire parce qu'effectivement du coup, on se doute bien qu'en étant invité, on n'a pas exactement la même appréciation du lieu, parce qu'on se sent redevable. Donc forcément, ça change un truc. Mais pardon, les journalistes, si elles devaient écrire
et je dis pas du tout que les journalistes sont pourris, loin de moi l'idée de cette caricature, etc. Il y a des journalistes qui font hyper bien leur métier, mais dans de la presse où on va parler de mode, de beauté, etc. S'il devait y avoir écrit je n'ai pas payé pour ce massage, il y aurait écrit je n'ai pas payé, j'ai été enfin voilà. Ouais. Donc moi pendant 15 ans en fait quand j'étais journaliste, j'ai été invitée partout. Tout ce dont j'ai parlé en fait sur mon blog pendant toutes ces années-là, je ne l'ai jamais payé. Parce que en fait forcément on me proposait de tester quelque chose et ce qui serait génial c'est que ces rapports-là je veux dire j'avais le choix quand j'étais à Vogue, c'est pas parce que j'étais invitée quelque part que j'en parlais. On parlait vraiment en fait de ce dont on avait envie, surtout quand les marques n'étaient pas annonceurs. C'est ça. Mais du coup, quand les marques sont annonceurs et que voilà, un journaliste est contraint et forcé à un moment en fait de parler de cette marque-là, alors il va choisir la manière avec laquelle il va en parler et à quel moment, etc. Mais franchement, faire ces procès en fait toute la journée aux filles qui font de l'influence, moi je veux bien, mais à ce moment-là il faut que tout le monde soit traité sur le même plan d'égalité, parce que ces filles-là elles gagnent pas, enfin il y a personne qui les paye autre que les marques, donc et en plus j'ajouterais à ça qu'aujourd'hui sur des postes de journalistes, alors je mets complètement à part le journal Le Monde qui fonctionne pas du tout comme ça, mais il y a des magazines féminins où les journalistes sont devenus des créatrices de contenu également et doivent également, pour des opérations où c'est le magazine qui prend l'argent, vont devoir créer des contenus pour une marque. Et ce ne sera pas forcément toujours notifié de manière claire. Moi, de temps en temps, je le comprends. Mais je me dis, quelqu'un qui n'a pas fait ce métier-là ne va pas forcément le comprendre. Donc, je trouve que évidemment il faut plus de régulation parce que quand une fille parle d'une opération chirurgicale qu'elle a eue gratos et qu'elle ne le raconte pas de cette manière-là et qu'elle en fait la promo et qu'elle pousse d'autres femmes en fait à aller vers ce chirurgien-là qui n'est pas forcément le meilleur, pour moi c'est hyper grave. Bah oui, c'est pas juste acheter une crème là pour non, le coup. Et on l'a vu avec des injections, on l'a vu avec il y a plein de scandales autour de produits qui fonctionnent pas ou même d'opérations boursières qui n'étaient pas OK. Il y a des gens qui ont été condamnés pour ce genre de choses, mais que des filles ou des garçons d'ailleurs c'est pas, je dis des filles, mais c'est aussi avec les créateurs de contenu, qu'on leur demande de dire si le flacon de parfum a été offert ou pas. Moi, je trouve ça ridicule. C'est très juste. Et tu vois, moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on a... on a... comment dire ? Enfin, on a minimisé et on donne un côté très péjoratif à l'influence, alors qu'en fait, c'est très noble d'influencer. C'est une soft skill, tu sais, ça fait partie du leadership, moi qui étudie beaucoup tout ça et qui forme même dessus. L'influence, c'est une partie du leadership et c'est très important d'avoir, tu vois, mais avec, comme tu le dis, tous ces nouveaux métiers avec pas forcément les valeurs qu'on peut partager, ça fait perdre de sa noblesse. Moi, par exemple, j'adore, je suis beaucoup alors plutôt des femmes, pour le coup, tu vois. Alors, je ne suis pas les grandes influences, parce que je m'y identifie pas. Je suis beaucoup de mamans, tu vois, qui vont partager des choses pour les kids, par exemple. Ou toi, par exemple, mais j'aime me faire influencer par toi. Pourquoi ? Tu parlais tout à l'heure de sincérité et de la confiance que tu as tissée avec ta communauté, sans employer ce terme, mais c'est ça, c'est une communauté. Et puis même avec les marques, en fait. Mais ces liens de confiance, ils sont là parce que, justement, tout en voyant ton évolution, toutes ces années, ce shift, mais on connaît ta sincérité, on sait que donc ce que tu veux partager est très personnel. Ta newsletter d'hier était
on ne peut plus personnel et salué encore une fois par tous. Voilà. Pas par tous, j'ai eu quand même Ouais, des gens qui se j'imagine. sont désabonnés. Mais tant mieux, parce que c'est comme ça. finalement... Enfin, je sais pas si c'est tant mieux, mais c'est comme ça. J'essaye, en tout cas, je peux pas tricher avec qui je suis. C'est ça, parce que de toute façon, ta communauté, elle est aussi ton reflet. Donc, ceux qui se désabonnent, c'est parce qu'ils ne se retrouvent plus et c'est OK, parce que tu veux continuer à proposer le contenu qui te ressemble à toi et donc qui va résonner avec des gens. Mais finalement, toute cette sincérité, moi, je sais que je n'achète ou je ne vais tester quelque chose que lorsque je la ressens. Et je pense que c'est la même chose à peu près pour la majorité des moi personnes aussi, qui te suivent. je suis plein de femmes différentes sur les réseaux. Et là, j'ai une passion décoration, donc je suis aussi beaucoup d'architectes intérieurs, des hommes et des femmes d'ailleurs, certains pour leur goût, d'autres pour leur humour. Enfin voilà, et je sais pas si l'influence... Enfin, j'entends que l'impact pour moi, c'est une vraie qualité, c'est-à-dire de marquer et de pouvoir embarquer avec soi, d'ouvrir le chemin, dans le leadership. Tu as raison, évidemment, de parler et d'être écouté. C'est évidemment une grande qualité. En revanche... ce que je trouve juste un tout petit peu triste, mais c'est l'époque qui est comme ça, c'est que par moment, on a l'impression d'assister à un show télévisé de très mauvaise qualité, c'est-à-dire de temps en temps, je tombe... tu sais, avec les vidéos de Reel sur Instagram, qui te sont proposées, tu peux scroller et puis te retrouver dans un espèce de tunnel. Comme sur TikTok un peu. Exactement. Ouais. Et dans ces tunnels-là, je vois, je sais pas, je tombe sur des comptes où d'un seul coup, une maman pleure face cam pour raconter quelque chose d'un peu tragique. Et donc, forcément, ça attire mon attention parce que les pleurs sur Instagram, c'est comme les chats. En général, ça fonctionne très bien avec l'algorithme. Et puis, en fait, elle me vend au passage. Et je vois pas tout de suite que c'est un contenu sponsorisé. Et donc, je crois que c'est une histoire très personnelle. Et effectivement, c'est une histoire très personnelle, mais qui est au service de quoi ? Qui est au service de la vente de, je sais pas, un truc pour curler les cheveux, quoi. Et ça me gonfle. Ça me gonfle quand ça arrive comme ça. Tu te sens prise au piège. Je me sens prise en otage et du coup, je bloque la personne, limite. Hein. Je me dis, mais c'est pas OK, en fait. À quel moment mais je vois bien que y en a que ça dérange pas. Ok. J'avais noté plein de questions. Évidemment, je laisse toujours le flow parce que j'aime ça. Mais on n'a quand même pas défini ton métier d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ok. Ma question était finalement, est-ce que c'est vraiment utile de trouver un seul terme ? Mais je pense, par exemple, tu sais, je travaille beaucoup, par exemple, avec des équipes qui ont besoin de renommer redéfinir leur poste. Et c'est souvent important, tu vois, l'intitulé de poste, notamment dans une entreprise, dans une équipe, tu vois, parce que ça permet aussi de clarifier les rôles et responsabilités de chacun. Mais donc toi, quand tu te présentes, typiquement, si quelqu'un qui ne te connaît pas, tu dis quoi ? Est-ce que tu racontes tout ce que tu fais ? Je suis bien embêtée. Tu vois, voilà. Je suis bien embêtée parce que j'ai pas trouvé de mots valises pour faire rentrer tout ce que je fais dans une appellation. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui me disait t'es quand même expert du bien-être. Oui et non, parce qu'en fait, le mot bien-être, il me correspond pas non plus, dans le sens où je le trouve très... galvaudé par toute l'industrie aujourd'hui qui cherche à nous vendre des solutions à des problèmes qui ne seront pas résolus. Donc, du coup, en général, je dis que
que je suis autrice ou auteur, parce que je m'en fous, moi, qu'on m'appelle autrice ou auteur avec un E. S'il y a des gens que ça crispe de dire autrice, je laisse auteur. Auteur et enseignante de méditation ou professeur de méditation, parce que voilà, c'est quand même ce que je fais aujourd'hui. Mais pour moi, tout ça est très mouvant et je suis sûre que dans quelques mois, je dirai encore autre chose. Et tant mieux, parce que c'est ta liberté aussi, justement. Alors, pour terminer, j'aime bien toujours laisser mon invité poser un dernier mot. Voilà, sur quel mot tu as envie de clore notre discussion ? Je sais pas. Le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est vétiver. Mais parce que tu le vois. Parce que je le vois. Parce que c'est le parfum du gel pour se laver les mains quand on arrive dans mon bureau. Mais je pense qu'il n'est pas tombé par hasard. Moi, j'aime vraiment le parfum, les univers olfactifs, ce qui nous aide à ressentir aussi et la manière dont ils se connectent à nos souvenirs. Et moi, j'ai envie vraiment de continuer à réconcilier justement toutes les parties de ma vie et de pouvoir me sentir aussi à l'aise en écrivant un texte sur une série télévisée que à renouer avec l'olfaction et le parfum, que à proposer une méditation et pourquoi pas une méditation olfactive. Ça fait partie des choses que j'ai envie de créer. Merci beaucoup, Lily. Merci, Lily. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.